Ils soulevèrent le couvercle en fonte et entamèrent la descente. Les 3 puits verticales étaient assemblés d'anneaux de béton, munis chacun d'un étrier métallique. Dès l'instant où ils ne furent que tous les deux, le comportement d'Ullmann changea rapidement. Il ne s'adressait plus à Artyom que par des phrases courtes, n'exprimant que des ordres ou des mises en garde. Aussitôt le couvercle enlevé, il le somma d'éteindre sa lampe et, activant le dispositif de vision nocturne, prit la tête. Artyom dut descendre à l'aveuglette. Il ne comprenait pas très bien la raison de toutes ces précautions. Depuis qu'ils avaient quitté les sous-sols du Kremlin, il n'avait rencontré aucun danger. Pour finir, il décida que le stalker avait donné des instructions particulières à Ullmann, ou que ce dernier, en l'absence du commandant, avait joyeusement décidé d'en endosser le rôle. Le soldat, d'une tape sèche sur sa jambe, intima à Artyom l'ordre de s'arrêter. Le jeune homme se figea docilement en attendant qu'on l'informe de la situation. Pour toute explication, il entendit un choc sourd. C'était l'atterrissage d'Ullmann, suivi quelques secondes plus tard par des claquements de tir. « Tu peux descendre !» lui lança le militaire dans un demi-murmure, alors qu'il allumait une lampe au fond du puits. Quand il n'y eut plus d'étrier, Artyom se laissa tomber et 2 mètres plus bas heurta le sol en béton. Il se releva, s'épousseta les mains et regarda autour de lui. Il se tenait dans un couloir d'une quinzaine de mètres de long. À une extrémité béait au plafond l'ouverture d'où il venait. À l'autre, au niveau du sol, il aperçut une bouche d'égout identique à celle qu'il venait d'emprunter. À côté gisait face contre terre dans une mare de sang, un sauvageon qui, même dans la mort, étreignait sa serbacane. « Il gardait le passage », répondit doucement Ullmann au regard interrogateur d'Artyom. Mais il s'est assoupi. Il ne devait pas s'attendre à de la visite de ce côté-là. Il dormait l'oreille collée contre la plaque. « Tu l'as... dans son sommeil ?»« Et quoi ? Pas très chevaleresque, c'est ça ?» ricana Ullmann. « Pas grave, ça lui apprendra à s'endormir à son poste. Et de toute façon, c'était un mauvais bougre. Il n'observait pas le jour sacré. On lui avait pourtant bien dit de ne pas mettre le pied dans les tunnels. » Il traîna le cadavre un peu plus loin pour dégager l'accès à la trappe, l'ouvrit et éteignit à nouveau la lumière. Cette fois, les puits étaient très courts et aboutissaient dans un réduit de service encombré de bric-à-brac. L'ouverture était dissimulée derrière des pans métalliques, des ressorts, des pignons et des barres chromées. Il y avait là suffisamment de pièces détachées pour reconstituer un wagon tout entier. Tout cela était empilé jusqu'au plafond dans un ordre chaotique et tenait en équilibre par miracle. Entre cette montagne de briques et de brocs et le mur ne subsistait qu'un passage étroit qu'il était difficile d'emprunter sans s'accrocher et provoquer une avalanche de métal. La porte à demi recouverte de terre donnait dans un tunnel carré, une configuration inhabituelle pour le métro moscovite. À gauche, le tronçon s'arrêtait net. Soit il y avait un éboulement, soit pour une raison inconnue, on avait interrompu les travaux de prolongation des voies. À droite commençait un tunnel standard, rond et large. On sentait immédiatement que la frontière entre les 2 mondes souterrains entrelacés venait d'être franchie. Même l'air était différent ici, dans le métro de son enfance. Humide et froid, certes, mais on le respirait mieux que celui stagnant et au relent de mort des passages secrets de D6. Ils se demandèrent quel chemin emprunter. Ni l'un ni l'autre ne voulait partir à l'aveugle. Dans ce tunnel, ils pouvaient tomber sur des patrouilles frontalières du 4e Reich. De la Mayakovskaya à la Tchekovskaya, si on devait en croire la carte, il n'y avait qu'une 20aine de minutes de marche. Artyom fouilla dans son sac, en sortit la carte ensanglantée que lui avait remise Danila. Aussi put-il déterminer avec précision la route qu'il devait emprunter. Moins de 5 minutes plus tard, ils entraient dans la station Mayakovskaya. Se laissant tomber sur un banc, Ullmann enleva avec soulagement son casque lourd, essuya de sa manche son visage rougi et passa la main dans ses cheveux courts châtain clair. Malgré sa forte corpulence
et son comportement de vieux loup des tunnels, la différence d'âge entre le jeune homme et lui devait être minime. Ils se mirent en quête d'un repas. Artyom ne se rappelait même plus quand il avait mangé pour la dernière fois, et Ullmann ne disposait pas de ration dans son pactage. Les préparatifs avaient été faits à la hâte, et le détachement n'avait emporté que l'essentiel. Malgré les tiraillements de son estomac, le jeune homme observa la station avec curiosité. La Mayakovskaya lui rappela par son apparence et l'impression qui s'en dégageait la Kievskaya. Cette station, belle et élégante autrefois, n'était plus que l'ombre d'elle-même à cause de pillages réguliers. Ici, les gens vivaient dans des tentes déchirées, ou s'installaient à même le quai. Les murs et le plafond portaient des traces d'infiltration d'eau. Un seul et unique feu éclairait faiblement la station, dont les stocks de combustible devaient être limités. Les habitants de la Mayakovskaya parlaient entre eux à voix basse, comme au chevet d'un mourant. Mais dans cette station agonisante, il y avait un magasin, une vieille tente rapiécée à l'entrée de laquelle était posée une petite table dépliante. L'étal était chichement garni, de la viande de rat en lambeaux, quelques champignons secs et fripés, arrivés sur place à une époque indéterminée, et même de la mousse débitée en cubes. À côté de chaque denrée était posée une étiquette de prix, un morceau de papier journal déchiré tenu en place par une douille, sur lequel on avait tracé d'une écriture appliquée des chiffres ronds. À part une femme émaciée et voûtée qui tenait par la main un petit garçon, ils étaient les seuls clients. L'enfant tendit sa main vers un rat sur le bol de l'étal, mais sa mère le tira violemment en arrière. « Pas touche! Nous avons déjà mangé de la viande cette semaine. » Le garçonnet obéit, mais ne put oublier la viande bien longtemps. Dès que sa mère eut le dos tourné, il essaya à nouveau d'attraper le petit animal mort. « Kolya, qu'est-ce que je viens de te dire? Si tu fais des bêtises, les diables des tunnels viendront te chercher. Tu sais, ton copain Sacha, il n'obéissait pas à sa mère, et ils sont venus. » Le sermonna la femme, arrêtant le geste de son fils au dernier moment. Artyom et Ullmann n'arrivaient pas à se décider. Il semblait au jeune homme qu'il pourrait très bien rallier Prospect Mira, où les champignons seraient bien plus frais. « Un petit rat? Nous le cuisons devant le client, » proposa fièrement le boutiquier chauve. « Un gage de qualité, » ajouta-t-il mystérieusement. « Merci, j'ai déjà mangé, » s'empressa de répondre Ullmann. « Artyom, t'as choisi ? Un conseil ne prend pas la mousse. C'est le plus sûr moyen de déclencher la 4e guerre mondiale dans tes intestins. » La femme lui jeta un regard en coin chargé de reproches. Dans sa pomme, elle n'avait que 2 cartouches, ce qui, à en juger par les prix affichés sur l'étal, n'était suffisant que pour un petit morceau de mousse. Remarquant que le jeune homme regardait son modeste pécule, la femme cacha son poing derrière son dos. « Qu'est-ce que tu mates ?» grogna-t-elle méchamment. « Si vous achetez rien, cassez-vous. Tout le monde n'est pas millionnaire. Y a rien à voir. » Artyom s'apprêtait à répondre, mais il observa l'enfant. Celui-ci ressemblait beaucoup au petit Oleg. Même cheveux de paille, mêmes yeux rougis, même nez retroussé. Le garçonnet mit son pouce dans sa bouche et lui sourit timidement en le regardant par en dessous. Le jeune homme sentit bien malgré lui l'ombre d'un sourire s'esquisser sur ses lèvres, et ses yeux se remplirent de larmes. La femme surprit son regard et s'emporta violemment. « Espèce de satyre pervers !» vociféra-t-elle en le fusillant du regard. « Viens, mon petit Kolya, mon fils chéri, on rentre à la maison. » Et elle entraîna le petit garçon par la main. « Attendez, arrêtez-vous !» Artyom sortit plusieurs balles de son chargeur de rechange, et, ayant rattrapé la femme, les lui tendit. « Voilà, tenez, c'est pour votre Kolya. » L'autre le fixa, incrédule, durant quelques instants, puis sa bouche se tordit en une grimace suspicieuse. « Qu'est-ce que tu crois? Pour 5 cartouches? Son propre enfant ?» Artyom ne saisit pas aussitôt le sens de ses paroles. Et quand il eut compris, il eût voulu répondre, se justifier, mais aucun son ne franchit le seuil de ses lèvres.
Il resta bouche bée à battre des paupières. La femme, satisfaite de son effet, abandonna la colère pour passer à un ton plus caressant. Bon, c'est d'accord. 20 cartouches pour une demi-heure. Abasourdi, Artyom secoua la tête, tourna les talons et s'éloigna d'un pas vif. Radin! Bon, va pour 15 lui cria-t-elle. Ullmann n'avait pas bougé et s'était engagé dans une conversation avec le marchand. Alors, vous vous êtes décidé pour le rat demanda le marchand d'un ton affable, en voyant revenir Artyom. Artyom comprit qu'il n'en faudrait pas beaucoup plus pour qu'il vomît, et il entraîna par la manche un Ullmann étonné pour quitter au plus vite cette maudite station. Pourquoi cette hâte soudaine demanda le militaire, alors qu'il marchait d'un bon pas dans le tunnel en direction de la Belorouskaya. En essayant de ne pas se laisser submerger par ses émotions, Artyom raconta ce qui s'était passé. Son histoire ne fit guère impression. « Bah quoi, il faut bien vivre, » répondit Ullmann. « Mais à quoi bon une vie pareille ?» laissa tomber Artyom en réprimant un haut-le-cœur. « Tu peux préciser ?» demanda Ullmann avec un haussement d'épaules. « À quoi ça rime, une vie pareille ? À quoi ça rime de s'y agripper et de supporter toute cette saleté, ces humiliations ? Faire commerce de ses propres enfants, bouffer de la mousse, et tout ça dans quel but ? » Artyom s'interrompit en se souvenant de Hunter parlant de l'instinct de survie. Il se rappela comment il promettait de s'accrocher à la vie tel un animal luttant pour sa survie et celle de l'espèce. Le jeune homme avait alors senti ces paroles l'enflammer, et il avait éprouvé le désir de combattre, comme cette grenouille qui avait battu la crème en beurre dans la jatte et avait survécu. Désormais, c'étaient les paroles de son père adoptif qui lui semblaient plus réalistes. « À quoi bon, dis-tu » le taquina Ullmann. « Et toi, mon gars, à quoi elle rime ta vie ?» Artyom regretta d'avoir engagé cette conversation. Comme soldat, il fallait lui rendre cette justice, Ullmann était irréprochable. Mais on pouvait douter de son intérêt en tant qu'interlocuteur. Et débattre avec lui du sens de la vie ne menait à rien. « Moi, personnellement, ma vie rime à quelque chose, » répondait-il, maussade, ne pouvant se contenir. « Et alors, c'est quoi ?» fit Ullmann en ricanant. « Sauver l'humanité ? Laisse tomber cette connerie. Si c'est pas toi qui sauve l'humanité, ce sera un autre. Moi, par exemple. » Et il éclaira son visage pour exhiber la grimace héroïque qu'il avait composée pour la circonstance. Artyom le regarda de biais, mais se tut. « Et ensuite, » continua le soldat, « tout le monde ne peut pas vivre avec cet objectif. Parce que toi, tu peux te satisfaire d'une vie sans but, demanda Artyom, en s'efforçant d'instiller de l'ironie dans sa voix. Comment ça, sans but ? J'ai un but, le même que les autres. Et puis, de toute manière, la recherche du sens de la vie, c'est un truc d'adolescent. Mais on dirait que ça dure un peu plus longtemps chez toi. Son ton n'était pas blessant, mais plutôt taquin. Aussi, Artyom décida de ne pas en prendre ombrage. Inspiré par son succès, Ullmann poursuivit son monologue. Je me souviens très bien que quand j'avais 17 ans, j'essayais moi aussi de comprendre quoi, comment, quel sens. Ça passe avec l'âge. De sens, mon frère, à cette vie, il n'y en a qu'un. Faire des enfants et les élever. Et qu'ils se débrouillent eux-mêmes avec cette question. Qu'ils y trouvent la réponse qu'ils peuvent. C'est ça qui fait tourner le monde. Le militaire partit d'un nouveau rire. Et pourquoi est-ce que tu fais tout ce chemin avec moi ? Pourquoi tu risques ta peau, puisque tu n'y crois pas au salut de l'humanité ? Dis-moi, demanda Artyom après un long moment de silence. Premièrement, c'est un ordre, répondit Ullmann avec sérieux. Un ordre, ça se discute pas. Deuxièmement, si tu te rappelles bien, il ne suffit pas de faire des enfants. Encore faut-il les élever. Et comment je vais les élever, moi, si vos saloperies les bouffent ? Il émanait de lui une telle assurance, une confiance absolue dans ses forces et dans ses idées, et le tableau qu'il peignait du monde était si alléchant par sa simplicité et son harmonie, qu'Artyom n'eut pas envie de poursuivre l'argumentation. Au contraire,
Il sentait que le soldat lui communiquait de cette confiance en soi qui lui manquait cruellement. Ainsi que l'avait prédit Melnik, le tunnel qui joignait la Mayakovskaya et la Belorouskaya était calme. Il y avait certes un haan qui résonnait dans le puits d'aération, mais des rats de taille normale les doublèrent à plusieurs reprises, et Artyom en fut rassuré. La section entre les deux stations était étonnamment courte. À peine avaient-ils terminé leur conversation que les feux étaient déjà visibles au loin. Le voisinage de la Hanse avait un effet des plus positifs sur la Belorouskaya. La différence avec la Kievskaya et la Mayakovskaya sautait aux yeux. Cette station était bien mieux gardée. À 10 mètres de l'entrée se trouvait un point de contrôle, un empilement de sacs de terre sur lequel reposait un fusil mitrailleur. La garde comptait 5 hommes. Les factionnaires vérifièrent leurs papiers, le passeport fourni par Melnik trouva ainsi un usage immédiat, et leur demandèrent s'ils n'étaient pas citoyens du Reich. Bien évidemment, s'empressa-t-on de rassurer Artyom, personne ici n'avait de grief contre les ressortissants du Reich. La Belorouskaya était une station commerçante, elle mettait un point d'honneur à observer une parfaite neutralité vis-à-vis des grandes puissances. Ce fut ainsi que le commandant du poste désigna la Hanse, le Reich et la ligne rouge, et à ne pas s'immiscer dans leurs conflits. Avant de poursuivre leur route par la circulaire, Artyom et Ullmann s'accordèrent un répit et s'attablèrent dans une tente richement décorée. Tout en mangeant sa côtelette de porc parfaitement préparée, outre qu'elle était bon marché, le jeune homme écoutait leur voisin de table, un homme blond aux joues rondes, du nom de Leonid Petrovitch, qui, entre deux généreuses bouchées d'une omelette au bacon, se faisait un plaisir de leur conter sa station par le menu. La Belorouskaya vivait, comme l'apprit Artyom, du transit de cochons et de volailles. De l'autre côté de l'anneau, vers la station Sokol, voire la Boïkovskaya, malgré la dangereuse proximité de cette dernière avec la surface, s'étendaient de vastes et florissantes exploitations. Des kilomètres de tunnels avaient été convertis en fermes d'élevage qui nourrissaient toute la Hanse, mais approvisionnaient aussi le Quatrième Reich et l'éternellement affamée ligne rouge. En outre, les habitants de la station Dynamo avaient hérité de leurs prédécesseurs entreprenants l'inclination pour le travail du cuir. C'était dans cette station qu'étaient fabriqués les blousons en cuir de porc qu'Artyom avait vus sur le marché de Prospect Mira. Il n'existait aucun danger notable à cette extrémité de la ligne Zamosk-Voreskaya, et les stations Sokol, Aéroport et Dynamo n'avaient jamais subi de raid depuis que leur premier occupant était descendu dans le métro. La Hanse n'avait aucune prétention territoriale sur cette ligne et se contentait de percevoir une taxe sur les marchandises en transit, tout en la protégeant des appétits des néo-nazis et des rouges. Les habitants de la Belorouskaya se consacraient presque entièrement au commerce. Les fermiers de Sokol et les couturières de Dynamo s'attardaient rarement dans la station pour écouler par eux-mêmes leur production. Les profits qu'ils réalisaient en vendant au prix de gros leur suffisaient amplement. Ceux de l'autre côté, comme on les appelait ici, amenaient les porcs préalablement débités et les poulets vivants sur des draisines ou des wagonnets à main, déchargeaient leurs biens. Cette fin de petite grue avait été aménagée sur le quai, recevaient leur paiement et repartaient chez eux. La vie dans la station était en ébullition. Des marchands affairés, que pour une raison inconnue on appelait managers, couraient du terminal, le quai de déchargement, aux entrepôts, des sacs de cartouches tintant à la ceinture, et lançaient des ordres aux manutentionnaires costauds. Les chariots aux roues bien graissées roulaient silencieusement, emportant leurs fardeaux de caisses et de paquets vers les étals de la station, vers la frontière de la circulaire, où les acheteurs de la Hanse prenaient en charge les marchandises, ou encore vers l'extrémité opposée du quai, où des émissaires du Reich attendaient l'arrivée de leurs commandes. Les néo-nazis étaient nombreux, mais Artyom ne vit aucun homme du rang, seulement des officiers. Leur comportement était très différent de ce qu'il avait vu à la Pouchkinskaya, car même s'ils ne se départaient pas de leur morgue, ils veillaient à rester dans les bornes de la courtoisie. Ils dardaient des regards en coin sur les marchands et manutentionnaires à la peau hâlée, qui ne manquaient pas dans la station, mais gardaient toute remarque par devers eux.
Et nous avons des banques également. De leur Reich, ils sont nombreux à venir chez nous. Ils font mine que c'est pour acheter des provisions, mais en réalité ils viennent déposer leur économie, confiait Léonid Petrovitch à Artyom, avant d'ajouter une remarque énigmatique. En fait, nous sommes leurs Suisses. Il fait bon vivre chez vous, dit à tout hasard Artyom poliment. Je parle, et toujours de la Bélorouskaya. Et vous, vous venez d'où demanda Léonid Petrovitch par courtoisie. Ullmann fit mine d'être trop absorbé par son repas pour avoir entendu la question. Je viens de VDNKH, répondit Artyom après lui avoir adressé un regard. Que dites-vous là? Quelle horreur! Léonid Petrovitch en laissa tomber ses couverts. On dit que ça va vraiment mal là-bas. Que seuls quelques hommes vaillants tiennent encore les défenses. Que la moitié de la station a péri. Est-ce vrai? Artyom sentit le morceau de viande qu'il venait de déglutir se coincer dans sa gorge. Quels que fussent les événements, il devait se rendre à VDNKH, revoir les siens, même si c'était pour la dernière fois. Comment pouvait-il gaspiller ce temps qu'il savait précieux à manger? Il repoussa son assiette, demanda l'addition, et, sans faire cas de ses protestations, entraîna Ullmann par la manche à sa suite. Ils laissèrent derrière eux les étals de viande et de vêtements adossés aux arches, dépassèrent des marchandises entassées, des colporteurs engagés dans des négociations, des manutentionnaires pressés, des officiers néo-nazis qui déambulaient crânement, pour se diriger vers la barrière métallique barrant l'accès à la correspondance vers la circulaire. Au-dessus de l'entrée pendait le tissu blanc portant l'anneau marron en son centre, et deux factionnaires vêtus du camouflage gris, désormais familiers, et armés de kalachnikov, vérifiaient les passeports et fouillaient les bagages. Artyom n'avait jamais encore pénétré sur le territoire de la Hanse avec une telle facilité. Ullmann, qui finissait sa bouchée de viande, fouilla dans sa poche pour en extraire une carte à l'apparence ordinaire qu'il présenta aux militaires. Ces derniers écartèrent la barrière et les laissèrent continuer sans un mot. « Qu'est-ce que c'est » demanda Artyom, sa curiosité piquée au vif. « C'est le livret qui accompagne la médaille, pour service rendu à la patrie, » plaisanta Ullmann. « Tout le monde est redevable à notre colonel. » La correspondance vers l'anneau présentait le visage étrange d'une forteresse croisée avec un bazar. La deuxième frontière de la Hanse commençait juste derrière les passerelles qui enjambaient les voies. On y avait érigé de véritables redoutes, hérissées de mitrailleuses, et même de lance-flammes. Plus loin, à côté d'une statue commémorative, un barbu à l'air sagace armé d'une mitraillette, une jeune femme frêle et un homme pensif également armé. Artyom supposa qu'il s'agissait soit des fondateurs de la station, soit des héros des combats contre les mutants, étaient cantonnés pas moins de 20 hommes en armes. « C'est à cause du Reich », expliqua Ullmann. « Avec les nazis, c'est simple, tu leur fais confiance tout en gardant un œil sur eux. C'est vrai qu'ils n'ont pas attaqué la Suisse, mais la France, ils l'ont annexée tout entière. » « J'ai quelques soucis avec l'histoire, » avoua Artyom, honteux. « Mon père adoptif n'a pas pu trouver tous les manuels scolaires nécessaires. En revanche, j'ai eu des lectures sur la Grèce antique. » Devant, les soldats s'étiraient, telle une procession de fourmis, une file ininterrompue de manutentionnaires chargés de ballots sur les épaules. La Hanse absorbait avidement la majeure partie de la production des stations Sokol, Dynamo et aéroports. La circulation était parfaitement étudiée. Un des escalators était exclusivement réservé aux porteurs qui descendaient les bras chargés de marchandises, un deuxième à ceux qui remontaient une fois leur fardeau déposé, et le troisième au reste des usagers. Au pied des marches, dans une guérite en verre, était assis un militaire armé chargé de la surveillance des escalators. Il vérifia les papiers d'Ullmann et d'Artyom et leur délivra un document portant le cachet « Enregistrement provisoire, transit », ainsi qu'une date. La voie était libre. L'autre station s'appelait également Bélorouskaya, mais la différence avec son double de la ligne radiale était frappante, comme celle entre deux jumeaux séparés à la naissance, dont l'un était adopté par une famille princière et l'autre recueilli par un miséreux. Toute la réussite et l'épanouissement de la première
étaient éclipsés par ceux de la station de la ligne circulaire. Elle brillait du blanc de ses murs immaculés, elle envoûtait par le dessin alambiqué des moulures au plafond, elle aveuglée par la lumière de ses lampes à néon, dont seules 3 étaient allumées, produisant plus de clarté qu'il n'en fallait. En bas des marches, la colonne des porteurs se scindait en 2, ceux qui bifurquaient vers le quai à gauche et ceux vers le quai à droite, s'y délestant de leur fardeau et revenant en courant pour chercher de nouvelles balles. Les quais étaient divisés en 2 arrêts, un pour les marchandises, où se dressait une petite grue pour les manœuvres de chargement et de déchargement, l'autre pour les passagers, où était installé un comptoir de vente de billets. Des draisines à main, équipées d'une plateforme en bois où reposaient caisses et ballots, et dédiées exclusivement au transport de marchandises, se succédaient dans la station toutes les 15 ou 20 minutes. 3 ou 4 hommes s'affairaient sur le levier, et un garde complétait systématiquement l'équipage. Le transport de passagers s'effectuait à une fréquence moindre, et pour Artyom et Ullmann, l'attente dura plus de 40 minutes. L'homme au guichet leur avait expliqué que des draisines attendaient un nombre de voyageurs suffisant pour ne pas fatiguer les travailleurs pour rien. Mais le simple fait que quelque part dans le métro, on put encore à ce jour acheter un billet, une cartouche par tronçon parcouru, pour voyager de station en station, émerveilla le jeune homme. Il en oublia même pour un temps ses déboires, ses malheurs et ses doutes. Les yeux rivés sur le chargement de marchandises, il imaginait à quel point le métro devait être extraordinaire jadis, à l'époque où ce n'étaient pas des draisines à main qui parcouraient les voies, mais de longues rames rutilantes. « Votre omnibus arrive !» annonça l'homme derrière le guichet, en agitant une clochette. Une grande draisine s'arrêta devant le quai, qui traînait en remorque un wagonnet ouvert avec des bancs en bois. Artyom et Ullmann présentèrent leurs billets pour monter à bord et s'assirent aux rares places disponibles. Il leur fallut attendre encore quelques minutes que les dernières soient occupées, avant que la draisine ne reprenne la route. Les bancs étaient orientés de manière à placer la moitié des passagers dans le sens de la marche, et l'autre en sens inverse. Artyom appartenait à la seconde catégorie, dos à dos avec son compagnon de route. « Pourquoi les sièges sont-ils aussi bizarrement disposés ? Je veux dire dans des sens opposés ?» demanda-t-il à sa voisine, une femme forte dans sa soixantaine, et mitouflée dans un foulard de laine troué. « C'est pas très pratique ?»« Comment ça ?» rétorqua-t-elle en levant les bras au ciel. « Tu ne veux tout de même pas laisser le tunnel sans surveillance. Vous n'avez vraiment rien dans le crâne, vous les jeunes. Tu n'as pas appris ce qui s'est passé avant-hier ? Un rat comme ça !» La vieille écarta les bras autant qu'elle put, a sauté d'une voie latérale et a emporté un passager. « Mais ce n'était pas un rat, » intervint en se retournant un homme en salopette. « Un mutant, voilà ce que c'était. Du côté de la Kourskaya, ils ont des mutants qui... Et moi je prétends que c'était un rat. C'est Nina Prokofievna, ma voisine, qui me l'a dit. Alors, quoi ? Je sais de quoi je parle, s'indigna la vieille femme. Leur dispute dura un moment, mais Artyom n'y prêta plus attention. Ses pensées étaient revenues à VDNKH. Il avait la ferme intention de faire l'impossible pour revenir dans sa station, avant de monter à la surface avec Ullmann et de rejoindre la tour Ostankino. Il ne savait pas encore à quel argument recourir pour convaincre son coéquipier de l'absolue nécessité de ce détour. Il sentait sur sa poitrine le poids d'un mauvais pressentiment. La dernière chance de revoir son chez lui et tous ceux qui lui étaient chers ne se présenterait qu'avant son expédition vers la surface. Et il n'avait pas le droit de la laisser passer. Comment savoir ce qu'il adviendrait par la suite ? Malgré les assurances du stalker que leur mission ne comportait aucune difficulté, Artyom doutait de le revoir un jour. Aussi, avant d'entreprendre cette nouvelle ascension, peut-être la dernière vers le monde d'en haut, il devait impérativement, même pour quelques brefs instants, retourner à VDNKH. Quelle sonorité, VDNKH, doux et mélodieux. Il ne se lasserait jamais d'écouter prononcer le nom de sa station. Était-il possible que leur voisin de table à la Belorouskaya ait dit la vérité ? Que la station soit sur le point de tomber sous la pression des Noirs,
et que la moitié de ses défenseurs ait trouvé la mort en tentant de repousser l'inéluctable. Depuis combien de temps était-il parti? 2 semaines? 3? Il ferma les yeux pour se représenter les voûtes tant aimées, les arches aux lignes élégantes et retenues, les entrelacs de grilles de ventilation en laiton, les rangées de tentes dans la salle. Par là, celle de Jennia. Par ici, plus près de lui, celle qu'il partageait avec Sukhoi. La draisine oscillait en rythme avec le martèlement des roues, et Artyom se laissa surprendre par l'arrivée sournoise du sommeil. Une fois de plus, il rêva de VDNKH. Il ne s'étonnait plus de rien, n'essayait plus de capter le moindre bruit ni de comprendre. Son objectif dans le rêve ne se trouvait pas dans la station, mais dans le tunnel. Cela, il se le rappelait parfaitement. Une fois sorti de sa tente, Artyom se dirigea d'un pas vif vers les voies, sauta du quai et marcha vers le nord, vers la station Botanichesky Sad. L'obscurité compacte ne l'effrayait plus désormais. L'objet de la peur avait changé. La rencontre prochaine dans le tunnel. Qui pouvait bien l'attendre? Quel était le sens de cet événement? Pourquoi manquait-il toujours de courage pour aller jusqu'au bout? Son double apparut enfin dans les profondeurs du tunnel. Des pas feutrés et fermes se rapprochaient peu à peu, et, comme les fois précédentes, laissaient Artyom dans l'incapacité de prendre aucune décision. Cette fois, cependant, il résista mieux, même si ses genoux se mirent à trembler. Il parvint à se maîtriser et tenir jusqu'au moment où il fut à la hauteur de l'être invisible. Malgré les sueurs froides, malgré la peur et la tentation de la fuite, il ne bougea pas jusqu'à ce qu'un mouvement d'air à peine perceptible lui apprenne que son vis-à-vis mystérieux n'était qu'à quelques centimètres de son visage. « Ne t'enfuis pas, regarde ta destinée dans les yeux », chuchota à son oreille une voix sèche et chuintante. Artyom se rappela soudain. Comment avait-il pu l'oublier dans ses rêves précédents? Qu'il avait dans sa poche un briquet en plastique. Il le trouva à tâtons et l'alluma, se préparant à découvrir son interlocuteur. Toute sensation le quitta, ne laissant que celle de ses jambes, s'enracinant profondément dans le sol. À quelques centimètres de lui, immobile, se tenait un noir. Ses grands yeux sombres, sans iris ni pupille, cherchaient le regard d'Artyom. Celui-ci hurla de toutes ses forces. « Sainte Marie, Mère de Dieu !» La vieille assise à ses côtés respirait lourdement, une main sur le cœur. « Quelle peur tu m'as faite, animal !»« Excusez-le, c'est un garçon très nerveux, » dit Ullmann en se retournant. « Raconte au moins ce que tu as vu, » demanda la vieille en dardant sur lui des regards de curiosité. « Un rêve. J'ai fait un cauchemar, » répondit Artyom. « Excusez-moi. »« Un rêve? Eh ben, vous êtes bien impressionnables, vous les jeunes, » cracha-t-elle avant de reprendre sa litanie de complaintes et d'injures. Cette fois, Artyom avait dormi assez longtemps pour laisser passer l'arrêt Novoslobodskaya, et il n'eut pas le temps de se souvenir de la révélation qui concluait son rêve, que la draisine entrait déjà dans la station Prospect Mira. L'ambiance y différait considérablement de l'affairement grouillant de la Belorouskaya. Ici, nulle trace d'animation marchande. La première chose qui sautait aux yeux était le déploiement impressionnant de militaires. Des membres des forces spéciales, ainsi que des officiers dont les écussons indiquaient l'appartenance aux troupes du génie. À l'extrémité opposée du quai stationnaient plusieurs draisines de transport motorisées et lourdement gardées. Leur chargement se composait de caisses volumineuses couvertes de bâches. Au milieu de la salle, assises à même le sol, une cinquantaine de personnes vêtues à l'emporte-pièce et accrochées à d'énormes ballots, jetaient autour d'elles des regards perdus. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Artyom à Ullmann. « Ce n'est pas ici, mais chez vous, à VDNKH. Ils vont sûrement faire sauter les tunnels. Si les Noirs arrivent à Prospect Mira, c'est cuit pour la Hanse. Ça sent la frappe préventive. » Alors qu'ils empruntaient les couloirs de correspondance vers la ligne Kalushko-Rijskaya, Artyom put se convaincre que la déduction d'Ullmann était vraisemblablement exacte.
Les forces spéciales de la Hanse opéraient dans la station radiale, alors qu'en temps normal elles avaient interdiction d'en franchir les limites. Les entrées dans les deux tunnels qui couraient vers le nord, vers VDNK-H et Botaniczewski Sad, étaient barrées. On y avait installé à la va-vite des postes de contrôle et des gardes-frontières de la Hanse y étaient en faction. Les chalands étaient peu nombreux au marché, dont la moitié des étals restaient fermés. Les gens n'échangeaient des propos qu'à voix basse, l'air inquiet, comme si un malheur inéluctable allait s'abattre sur la station. Dans un coin de la salle, une centaine de personnes, des familles entières avec ballots et sacs, formaient une longue queue qui serpentait autour d'une table, signalée comme enregistrement des réfugiés. « Attends-moi ici, je vais chercher notre contact », dit Ullmann en laissant Artyom près des étals. Mais celui-ci avait sa propre idée sur ce qu'il devait faire. Il sauta sur les rails et se dirigea vers les tunnels bloqués. « Est-ce qu'on peut encore aller vers VDNK-H » demanda-t-il à un garde au visage renfrogné. « Pour l'instant, oui, mais je ne le conseille pas, » répondit l'homme. « Quoi, tu n'as pas entendu dire ce qu'il s'y passe ? Ils ont des espèces de morts-vivants qui veulent s'emparer de la station, et rien ne les arrête. Tout le monde a failli y passer. Ça doit chauffer rudement là-bas pour que notre administration si ladre leur fournisse gratuitement armes et munitions, dans l'intention qu'ils tiennent jusqu'à demain. Qu'est-ce qu'il y a demain ? Demain, on fait tout sauter. À 300 mètres de la station, dans les deux tunnels, on place la dynamite, et voilà, rideau. Mais pourquoi vous ne les aidez pas tout simplement ? Est-ce que la Hanse n'en est pas capable ? Puisqu'on te dit que ce sont des vampires, des morts-vivants, ça grouille partout là-bas, plus rien ne peut les aider. Et qu'est-ce qu'il advient des habitants de la Richkaya ? Et de ceux de VDNK-H ? Artyom n'en croyait pas ses oreilles. On les a prévenus il y a déjà quelques jours, alors ils viennent petit à petit. La Hanse leur offre la citoyenneté, on n'est pas des bêtes. Mais il ferait mieux de se dépêcher un peu, parce qu'une fois le délai écoulé, adieu. Alors tâche de faire vite. T'as quoi là-bas ? Des affaires ? De la famille ? Tout, répondit Artyom. Et le factionnaire acquiesça d'un air entendu. Ullmann se tenait sous une arche et discutait à voix basse avec un jeune homme de haute taille, et un autre sévère en tunique de machiniste, arborant toutes les décorations de chef de station. La voiture est en haut, le plein est fait. J'ai prévu des rations, des tenues de protection supplémentaires, et avec ça un pécheneg et un SVD. Le jeune homme désigna 2 grands sacs noirs. On peut monter à n'importe quel moment. Quand est-ce qu'il faut être là-haut ? On doit essayer de capter le signal dans 8 heures. À ce moment-là, nous devrons être en position, répondit Ullmann. Puis il s'adressa au chef de station. Le portail hermétique est opérationnel ? En parfait état de marche. Vous me dites quand vous voulez y aller. Il suffira de faire dégager les gens pour qu'ils ne prennent pas peur. C'est bon pour moi. Donc on se repose 5 heures et puis on y va, conclut Ullmann. Bon Artyom, au repos ? Je ne peux pas, lui répondit le jeune homme en le prenant à part. Je dois absolument retourner à VDNK-H, pour dire au revoir, et aussi pour voir comment c'est. Tu avais raison, ils vont faire sauter les tunnels qui partent de Prospect Mira. Mais si on revient vivant de là-haut, je ne reverrai plus jamais ma station. Il faut que j'y aille, vraiment. Écoute, si t'as peur de monter à la surface et d'y croiser tes noirs, t'as qu'à le dire, commença Ullmann. Mais il s'interrompit en croisant le regard d'Artyom. Excuse-moi, mauvaise blague. Il le faut, vraiment, répéta Artyom. Il n'aurait pas pu expliquer ce sentiment, mais il savait qu'il retournerait à VDNK-H, quel qu'en soit le prix. Écoute, s'il le faut, il le faut, répondit l'autre. Tu n'auras pas le temps de revenir, surtout si tu dois faire tes adieux. Je te propose ceci. Nous, on part d'ici et on remonte la perspective Mir en voiture avec Pavel. C'est le type près des grands sacs. On avait prévu de foncer tout droit vers la tour, mais rien ne nous empêche de faire un crochet par l'ancienne sortie de métro VDNK-H. La nouvelle est hors d'état. Les vôtres doivent bien le savoir. On t'y attendra. Dans 5 heures et 50 minutes. Après l'heure, ce sera trop tard. T'as emporté ta combi ? T'as une montre ? Tiens, prends la mienne. J'emprunterai celle de Pavel. Dans 5 heures et 50 minutes.
opina Artyom. Il serra la main d'Ullmann et courut vers le poste de contrôle. Quand il l'aperçut à nouveau, le garde-frontière secoua la tête. « Dans ce tunnel, il ne se passe plus rien de bizarre ?» demanda Artyom. « Tu parles des tuyaux ?»« Non, plus rien. Ils ont réussi à les boucher plus ou moins. On dit qu'on ne ressent qu'un vertige en passant à côté, mais plus personne n'est mort. » Artyom remercia d'un signe de tête, alluma sa lampe et s'engagea dans le tunnel. Durant les 10 premières minutes, une ronde de pensées tournait encore dans sa tête à lui donner la nausée. Danger tapis devant lui dans les voies secondaires, la vie rationnelle et bien réglée de la Belorouskaya, les omnibus et les véritables rames de métro. Mais petit à petit, l'obscurité du tunnel chassa ces images clignotantes et ces bouts de phrases superflus de sa cervelle. Vinrent le vide et la quiétude, suivis d'autres pensées. Son périple touchait à sa fin. Artyom n'était plus capable de dire combien de temps il s'était absenté. Peut-être avait-il voyagé durant une quinzaine de jours, mais peut-être plus d'un mois s'était-il écoulé. Le chemin lui avait semblé si court et si simple lorsqu'il étudiait son vieux plan à la lumière de sa lampe torche, assis sur la draisine à la station Alexeïevskaya, et cherchait à se tracer la meilleure route pour rejoindre Polis. Devant lui s'étendait alors un monde mystérieux, un monde dont il ne savait rien de manière certaine. Et cette méconnaissance lui permettait de construire son itinéraire, de réfléchir uniquement à la continuité de son chemin, et non à la manière dont celui-ci changeait le voyageur qui l'empruntait. La vie lui avait proposé une toute autre route, difficile et emmêlée, mortellement dangereuse. Les compagnons de hasard qui cheminaient à ses côtés, même sur de courtes distances, le payaient souvent de leur vie. Artyom se souvint du petit Oleg. À Polianka, Serveï Andreïevitch disait que chaque être avait une prédestination. Était-il possible que la prédestination de cette courte vie d'enfant fût une mort absurde et terrible pour le salut de quelques autres, au nom de la poursuite de leur objectif? Artyom sentit le froid s'insinuer en lui, accompagné d'une sensation de malaise. Admettre une telle hypothèse revenait à accepter ce sacrifice, à croire que son statut d'élu lui autorisait de poursuivre sa route au prix de la vie des autres, au prix de leur souffrance. Fallait-il donc écraser les autres, briser ou estropier leur destin pour accomplir sa propre prédestination? Oleg était bien entendu encore trop petit pour s'interroger sur le sens de son existence, mais s'il avait dû y accorder quelques pensées, il n'aurait probablement pas accepté d'être cantonné à cette simple participation. Le gamin se serait attendu à un rôle plus marquant, plus porteur de sens. Et s'il fallait sacrifier sa vie pour sauver celle d'autres, alors on ne devait porter cette croix que consciemment et volontairement. Les visages de Mikhail Porfirievitch, de Danila, de Tretiak flottèrent devant ses yeux. Au nom de quoi était-il mort? Pourquoi lui, Artyom, avait-il survécu? Qu'est-ce qui lui en donnait le droit? Il regretta qu'Ullmann ne marchât pas à ses côtés. D'une seule répartie moqueuse, le soldat aurait pu balayer ses doutes. La différence entre eux tenait à ce que ses pérégrinations à travers le métro avaient forcé Artyom à voir le monde comme à travers les multiples facettes d'un prisme, alors que la dure vie d'Ullmann l'avait habitué à le regarder simplement, à travers le viseur d'un fusil de précision. Il était difficile de déterminer lequel avait tort et lequel avait raison. Mais le jeune homme ne pouvait plus se résoudre à accepter l'existence d'une unique réponse vraie à une question posée. Dans la vie en général, et le métro en particulier, tout était flou, changeant, relatif. Kahn le premier le lui avait expliqué en prenant pour exemple les horloges des stations. Si une base de perception du monde telle que le temps se révélait n'être qu'une convention arbitraire, que dire alors des autres représentations immuables de la vie? Depuis les voies dans les tuyaux qu'il longeait à cet instant même, le scintillement des étoiles du Kremlin jusqu'aux éternels secrets de l'âme humaine, tout recevait plusieurs explications à la fois. La question « pourquoi ?» entraînait quant à elle une multitude de réponses. Tout ce qu'Artyom avait rencontré,
Des cannibales de Parc Pobedi jusqu'aux combattants de la brigade Che Guevara avaient chacun la sienne, tout comme les sectaires et les satanistes, les néo-nazis et les philosophes maniant des haka dans le genre de Cannes. C'était pour cette raison qu'il n'adhérait pas à une seule d'entre elles. Durant son périple, il en avait reçu une différente quotidiennement. Aussi ne pouvait-il pas se convaincre que c'était justement celle-là la réponse véritable, car le lendemain pouvait en apparaître une nouvelle, non moins pertinente et universelle. Qui croire? En quoi croire? Dans le grand ver, le dieu des cannibales, façonné à l'image d'un train électrique qui devait repeupler d'organismes vivants une terre brûlée stérile? En Jéhovah, le dieu rageur et jaloux? En Satan, son reflet vaniteux? Dans la victoire du communisme sur l'ensemble du métropolitain? Dans la supériorité des blondinés au nez camard sur les petits bruns bouclés, à la peau plus sombre? Quelque chose soufflait à Artyom qu'il n'y avait aucune différence profonde entre tout cela. Toute foi n'était qu'une canne pour l'homme. Elle le soutenait, l'empêchait de faire un faux pas, ou l'aidait à se remettre debout s'il venait à choir malgré tout. Quand il n'était encore qu'enfant, une histoire racontée par son père adoptif l'avait beaucoup amusé. Celle du singe qui s'était saisi d'un bâton et était devenu homme. Visiblement, depuis ce temps, le macaque intelligent s'agrippait à son bâton. Ce qui l'avait empêché de se dresser pleinement, se disait le jeune homme. Il comprenait l'utilité de cette béquille. Sans elle, la vie devenait aussi vide qu'un tunnel abandonné. Artyom entendait encore résonner à ses oreilles le cri de désespoir du sauvageon de la station Parc Pobedi, quand il avait réalisé que le grand ver n'était qu'une invention des hiérophantes qui gouvernaient son peuple. Lui-même avait ressenti quelque chose de semblable en découvrant l'inexistence des observateurs invisibles. Mais pour lui, ces révélations étaient bien plus faciles à accepter. Pourquoi? Cela signifiait-il qu'il était différent? Qu'il était plus fort que les autres? Artyom comprit soudain qu'il finassait. Lui aussi s'accrochait à un bâton. Il lui fallait trouver le courage de le reconnaître. Sa béquille était la conscience d'accomplir une mission d'une importance capitale, dont dépendait la survie du métro tout entier, et d'être celui à qui elle avait été confiée. Consciemment ou non, il cherchait à se prouver qu'il avait été élu pour cette tâche, non par un tort, mais par quelqu'un ou quelque chose de plus grand. Éradiquer les Noirs, mettre à l'abri sa station et ses proches, empêcher ces monstres de se répandre dans le métro, voilà une tâche digne de devenir le pivot d'une vie. Et toutes les péripéties d'Artyom au cours de son périple ne servaient à démontrer qu'une seule vérité. Il était différent des autres. On lui avait réservé un destin à part. Il lui incombait, et à nul autre, de réduire en poussière cette saleté qui allait sinon détruire les restes de l'humanité. Tant qu'il suivrait sa voie, déchiffrant sans faillir les signes qui lui étaient envoyés, sa volonté de réussite distordrait la réalité, se jouerait des probabilités, écarterait les balles, aveuglerait ses ennemis et ferait apparaître des alliés au bon endroit et au bon moment. Comment interpréter autrement le geste de Danila, lui donnant le plan d'accès à une base de missiles qui, elle-même, par miracle, n'avait pas été anéantie des décennies plus tôt? Et comment expliquer sa rencontre, défiant toute logique rationnelle, avec l'un des derniers, voire le dernier spécialiste en missiles tactiques de tout le métro? La providence personnelle d'Artyom glissait dans ses mains une arme puissante. Elle envoyait également à ses côtés le seul homme capable d'opérer la frappe mortelle sur cette force incompréhensible et implacable qui les menaçait. Et comment comprendre les sauvetages miraculeux dont il avait bénéficié dans les situations les plus désespérées? Tant qu'il croyait en son destin, il était invulnérable, même si ses compagnons de route mouraient les uns après les autres. Les pensées d'Artyom glissèrent vers ce que lui avait dit Sergueï Andreïevitch à la station Polianka, à propos du destin et du fil conducteur d'une vie. À ce moment-là, ces paroles avaient poussé le jeune homme de l'avant, comme un ressort neuf inséré dans le mécanisme usé et rouillé d'un jouet. Mais en même temps,
Elle l'avait mis mal à l'aise, sans doute parce qu'elle le privait de son libre arbitre. Toute décision prise n'était donc pas le fruit d'une volonté propre, mais d'une obéissance aveugle au fil conducteur de sa destinée. D'un autre côté, comment nier la réalité de ce fil à la lumière de tout ce qu'il avait traversé? Il ne pouvait plus croire désormais que la vie n'était qu'une succession de hasards. Il avait trop de chemin parcouru. Et puisqu'il avait cheminé jusque-là, il se devait de poursuivre. Telle était l'implacable logique de la voie qu'il avait choisie. Il était trop tard pour douter. Il devait avancer, même si cela signifiait qu'il n'était plus seulement responsable de sa propre vie, mais aussi de celle d'autrui. Aucun des sacrifices n'était vain. Il devait les accepter, continuer son chemin jusqu'au bout, et accomplir ce pourquoi il était venu au monde. C'était là sa destinée. Que n'avait-il eu cette clarté d'esprit plus tôt? Il avait toujours douté d'être l'élu. Il se dispersait, tergiversait alors que la réponse était là, tout près. Ullmann avait raison, il ne servait à rien de se compliquer l'existence. Artyom marchait désormais avec entrain, en marquant le pas. Il n'entendit aucun bruit émanant des tuyaux et ne rencontra aucun danger sur le chemin vers VDNKH. Seulement un flot de fugitifs, de malheureux déracinés abandonnant presque tout pour fuir devant le danger. Il avançait à contre-courant, et tous ceux qu'il croisait le regardaient comme s'il avait perdu l'esprit. Il avançait seul vers la tanière de l'horreur, alors que tous les autres s'éloignaient au plus vite de cet endroit maudit. Les postes de garde de la Rijskaya, comme de la Alexeïevskaya, avaient été désertés. Absorbé dans ses pensées, Artyom ne remarqua pas qu'il était aux abords de VDNKH, alors qu'il avait marché un peu plus d'une heure et demie. Lorsqu'il arriva dans la station, il sentit un frisson lui parcourir l'échine, tant ce qu'il voyait ressemblait à s'y méprendre à la VDNKH, tel qu'il l'avait rêvé dans ses cauchemars. La moitié des éclairages étaient hors service, et il flottait une odeur de poudre brûlée. Quelque part au loin, on entendait les râles des blessés et les pleurs des femmes. Artyom se saisit de son arme et reprit sa progression, contournant les arches avec précaution tout en surveillant les ombres. Tout semblait indiquer que les Noirs avaient réussi au moins une fois à traverser toutes les lignes de défense pour arriver dans la station. Une partie des tentes était détruite et on apercevait çà et là des traces de sang séché. Mais certaines tentes restaient encore occupées et il aperçut à travers une bâche l'éclat furtif d'une lampe de poche. Du tunnel nord s'échappait l'écho de tirs lointains. Un amas de sacs de sable à hauteur d'homme en bloquait l'entrée. 3 types tenaient encore cette position et surveillaient le tunnel par des meurtrières, gardant les chemins d'approche en ligne de mire. « Artyom ? Artyom ! Qu'est-ce que tu fais là ?» appela une voix familière. Il se retourna et vit Kirill, un des membres du détachement avec lequel il avait quitté la station au tout début de son périple. Il avait le bras en écharpe et les cheveux encore plus en bataille que d'habitude. « Ben voilà, je suis rentré, » répondit Artyom d'un air évasif. « Comment ça se passe ici? Où est tonton Sacha? Où est Jeniya? »« Jeniya? Pourquoi fallait-il que tu demandes? Ils l'ont tué, ça va faire 1 semaine, » répondit Kirill, l'air sombre. Le cœur d'Artyom manqua un battement. « Et mon père? » « Sukhoi est vivant, et entier. C'est lui qui commande maintenant. Il est à l'hospice en ce moment, » dit Kirill avec un geste vague de la main, en direction de l'escalier qui montait vers la nouvelle sortie de la station. « Merci, » lui lança Artyom, et il s'élança vers les marches. « Et où t'étais passé ?» lui cria Kirill. Il régnait à l'hospice une ambiance sinistre. Il n'y avait pas beaucoup de blessés, 5 hommes tout au plus. La majeure partie de l'espace était occupée par un autre type de patients. Emmaillotés comme des nouveau-nés, ils étaient disposés en rang, à même le sol, dans des sacs de couchage. Tous avaient les yeux exorbités, et de leur bouche entr'ouverte s'échappait un mugissement indistinct. Ils n'étaient pas surveillés par une infirmière, mais par un militaire armé qui tenait dans ses mains une bouteille de chloroforme.
De temps à autre, un de ses patients commençait à se tortiller en poussant des hurlements et communiquait son excitation à ses voisins. Alors leur garde venait plaquer un chiffon imbibé de somnifères sur son visage. Le sommeil ne venait pas, les yeux restaient ouverts, mais le calme et le silence retombaient l'espace de quelques minutes. Artyom ne trouva pas Sukhoi immédiatement. Il était assis dans une petite pièce de service, en pleine discussion avec le médecin de la station, et lui tournait le dos. Ce ne fut qu'en sortant qu'il tomba nez à nez avec Artyom, et en resta stupéfait. « T'es vivant ? Mon petit Artyom ? Vivant ? Dieu merci ! Artyom !» bafouilla-t-il en touchant l'épaule du jeune homme, comme pour se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un mirage, et qu'il était bien devant lui en chair et en os. Artyom le serra dans ses bras. Il avait peur, tel un petit enfant, de recevoir à son retour à la station des réprimandes sévères de la part de son père adoptif. Où était-il passé ? Il manquait de cervelle et de responsabilité. Il était temps qu'il grandisse et cesse de se conduire. Au lieu de quoi, Sukhoi le serra dans ses bras sans paraître vouloir rompre l'étreinte. Quand les embrassades paternelles furent terminées, Artyom regarda les yeux de Sukhoi, brillants de larmes, et il eut honte de ses pensées. Brièvement, sans entrer dans le détail des péripéties, il raconta où il était allé et ce qu'il avait eu le temps de faire. Durant tout le récit, son père ne fit que secouer la tête et agonir un teur d'injures, avant de se reprendre et déclarer qu'il ne fallait dire que du bien des morts, ou se taire. Lui-même ne savait pas exactement ce qu'il était advenu du chasseur. « Tu as vu ce qui nous arrive ?» demanda-t-il, et sa voix retrouva sa dureté. « Toutes les nuits ils viennent. Les munitions nous manquent. Prospect Mira nous a envoyé une draisine avec des réserves, mais c'est loin d'être suffisant. La Hanse veut faire sauter le tunnel à quelques centaines de mètres de sa station, pour couper le passage vers VDNK-H et les autres, l'informa Artyom. Ouais, ils ont peur des poches d'eau souterraines. C'est pour ça qu'ils craignent de faire exploser les charges trop près de VDNK-H. Mais ça ne nous protégera pas très longtemps. Les Noirs trouveront d'autres moyens de descendre. Quand est-ce que tu partiras d'ici ? Il ne te reste plus beaucoup de temps. Moins de 24 heures. Il faut que tu te prépares. Son père le regarda de la tête aux pieds, comme pour le jauger. Non, Artyom. Je n'ai plus qu'une seule route à parcourir, et elle ne mène pas à Prospect Mira. Nous avons ici une trentaine de blessés. On ne va pas les abandonner à leur sort. D'ailleurs, qui sera là pour monter la garde si je commence à vouloir sauver ma peau ? Comment pourrais-je aller voir quelqu'un et lui dire « Toi, tu restes ici pour les retenir et mourir, moi j'y vais ». Non. Il poussa un soupir. Qu'ils fassent tout sauter. On tiendra tant qu'on pourra. Il faut mourir en homme. Dans ce cas, je reste avec vous, dit Artyom. Ils se débrouilleront très bien avec les missiles sans moi. Je ne leur suis pas indispensable. Alors qu'ici, je peux vous aider. Non, non, il faut absolument que tu y ailles, le coupa Sukhoi, effrayé. Notre portail hermétique est opérationnel, et les escalators sont en bon état. Tu pourras accéder à la sortie rapidement. Tu dois aller avec eux. Ils ne savent pas du tout à qui ils ont affaire. Artyom se demanda si son père adoptif ne le renvoyait pas de la station dans le seul but de lui sauver la vie. Il essaya de discuter, mais Sukhoi ne voulut rien entendre. « Tu es le seul de ton escouade à savoir comment les Noirs font perdre la raison à leur adversaire. » Il désigna les hommes emmaillotés. « Qu'est-ce qu'ils ont ?»« Ils étaient dans les tunnels. Ils n'ont pas supporté. Et encore, on a pu rapatrier ceux-là, ce qui n'est pas si mal. Combien sont morts démembrés par les Noirs ? Ils ont une force incroyable. Quand ils arrivent et se mettent à hurler, personne ne peut tenir. Enfin, tu t'en souviens toi-même. Alors nos volontaires se sont enchaînés avec des menottes pour ne pas céder, ne pas fuir. Voilà, ceux qu'on a eu le temps de décrocher sont tous là. Il y a peu de blessés physiques. Une fois que les Noirs te mettent la main dessus, difficile de s'en sortir. « Ils ont mis la main sur Geniya ?» demanda Artyom en déglutissant. Sukhoi opina. Artyom ne put se résoudre à demander plus de détails. « Viens tant que c'est plus calme », s'empressa de lui proposer Sukhoi
en profitant du moment de flottement. On va causer un peu, boire du thé. Il nous en reste encore. Tu veux manger un morceau ? Il prit Artyom par l'épaule et le conduisit vers le local administratif. Le jeune homme regardait tout autour de lui, et il n'arrivait pas à croire qu'en à peine 3 semaines, la station ait pu changer aussi radicalement. La VDNKH de ses souvenirs était accueillante et pleine de vie, alors que celle-ci ne dégageait que tristesse et désespoir. Sa seule envie était de fuir. Derrière eux tonna la mitrailleuse. Artyom saisit son AK. « Ils font ça pour relâcher la pression », lui expliqua Sukhoi. « Le pire va nous tomber dessus d'ici 1 heure ou 2, je le sens déjà. Les Noirs arrivent vague après vague. Nous en avons repoussé une il n'y a pas longtemps. Ne crains rien s'il y a du grabuge, les nôtres déclencheront la sirène, le signal du rassemblement général. » Artyom réfléchit. Son rêve à propos de l'incursion dans le tunnel. Ce n'était plus possible maintenant. Et une véritable rencontre avec un Noir risquait de se terminer de manière bien moins pacifique que dans son rêve. Sans ajouter que Sukhoi ne le laisserait jamais s'engager seul dans le tunnel. Il lui fallait renoncer à cette idée folle. Il avait bien plus important à faire. « Je le savais, que nous nous reverrions encore une fois, que tu reviendrais me voir », lui confia Sukhoi alors qu'ils étaient assis dans le bureau et qu'il servait 2 tasses de thé fumant. « Il y a 1 semaine, un homme est venu chez nous. Il te cherchait. »« Quel homme ?» demanda Artyom sur ses gardes. « Il m'a dit que vous vous connaissiez. Un grand maigre avec une barbe bien taillée. Il avait un nom bizarre. Quelque chose qui m'a rappelé Hunter. »« Khan ?» s'étonna Artyom. « C'est exact. Il m'a dit que tu reviendrais ici, et avec une telle assurance que je me suis tout de suite senti rassuré. Et il a demandé de te remettre quelque chose. » Sukhoi sortit son porte-document où il conservait des notes que lui seul était en mesure de comprendre, et il prit une feuille de papier pliée en 4. Artyom la déplia et l'approcha de ses yeux. C'était une courte note constituée d'une phrase unique. Les mots tracés à la hâte le plongèrent dans une profonde perplexité. Celui qui trouvera en lui-même assez de patience et de courage pour toute sa vie scruter les ténèbres sera le premier à y apercevoir un éclat de lumière. « Et il n'a rien transmis d'autre ?»« Non, » répondit Sukhoi. « Je pensais que c'était un message crypté. Après tout, cet homme a fait tout le chemin jusqu'ici exprès. » Artyom haussa les épaules. La moitié des agissements et des paroles de Khan lui semblaient insensés, mais l'autre moitié l'obligeait à considérer le monde autrement. Comment savoir à quelle moitié appartenait ce message ? Ils restèrent longtemps à discuter et à boire du thé. Artyom ne pouvait se défaire de l'impression qu'il voyait son père adoptif pour la dernière fois. C'était comme s'il cherchait à faire des réserves de souvenirs pour le restant de ses jours. Puis vint le moment du départ. Sukhoi actionna le levier, et le lourd rideau se souleva d'1 mètre. De l'eau de pluie stagnante s'engouffra. Dans la fange jusqu'aux chevilles, Artyom souriait à son père, malgré les larmes qui lui brûlaient les yeux. Il s'apprêtait à faire ses adieux lorsqu'il se rappela le plus important. Il sortit le livre d'enfant de son sac à dos, trouva la page marquée par la photographie, et tendit le cliché. Son cœur se mit à battre la chamade. « C'est quoi ?» s'étonna son père. « Tu la reconnais ?» demanda Artyom, plein d'espoir. « Regarde mieux. Est-ce que c'est ma mère ? Tu l'as vue quand elle m'a confié à toi. »« Artyom, » dit Sukhoi avec un sourire triste. « Je n'ai pas pu voir les traits de son visage. Il faisait sombre et j'avais les yeux rivés sur les rats. Je n'ai aucun souvenir d'elle. Je me souviens parfaitement de toi quand tu as attrapé ma main sans pleurer. Mais elle... Non, je suis désolé. Merci. Salut. » Artyom était sur le point d'ajouter « papa », mais une boule se forma dans sa gorge. « Peut-être qu'on aura encore l'occasion de se revoir. » Il enfila le masque à gaz, se courba, se glissa sous le rideau et courut vers la surface sur les marches branlantes de l'escalator,
serrant précautionneusement contre sa poitrine la précieuse photographie.